Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette septième édition de Wati et vous. Je suis Kangouline Adidjet, chargée de la communication à Wati et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau moment d'échange et de réflexion collective. Comme vous le savez ou pas, chaque mois à travers Wati et vous, nous proposons un regard donc approfondi sur des sujets essentiels pour l'avenir de nos sociétés. Ensemble, nous cherchons à comprendre, à questionner et à proposer. Merci à vous tous pour votre fidélité, votre présence et vos contributions qui font donc la richesse de cet espace Wati et vous. Ce mois-ci, nous portons donc notre attention sur une question cruciale pour le Bénin et plus largement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Depuis les premières attaques en 2019, la situation sécuritaire dans les départements de la Liborie et de l'Atakora s'est fortement détériorée. Ce contexte soulève plusieurs interrogations. Quelles sont les dynamiques locales et régionales à l'œuvre? Quelles réponses ont été mises en place jusqu'ici? Et surtout, comment imaginer des solutions durables adaptées au terrain, aux réalités du terrain? C'est autour de ces enjeux que nous allons donc échanger aujourd'hui avec, avec vous et avec, en tant comme panéliste, Bachedor Adjiou, qui est chargé de recherche à Wati. Et en modération, nous aurons Bat Traoré, chargé de recherche spécialisé dans les questions de terrorisme et de Sahel, aussi à Wati. Mais avant cela, nous allons faire un tour d'horizon des nouveautés de Wati, nos publications récentes. Et donc, comme chaque mois, vous le savez, nous vous proposons des contenus variés pour nourrir la réflexion. Et voici donc quelques lectures à ne pas manquer disponibles sur le site de Wati. En premier lieu, il s'agit d'un article d'une tribune de Anta Barim qui est à la rivalité sino-américaine, une nouvelle dimension africaine. C'est une analyse des tensions entre Pékin et Washington et de la manière dont l'Afrique s'inscrit dans ce jeu stratégique. C'est un appel aussi donc à repenser nos leviers diplomatiques. Et en second lieu, nous avons la tribune de Christian Abadjoko Sambou qui s'intitule La rencontre entre Trump et cinq présidents africains. C'est une tribune sur les leçons à tirer de ce mini-sommet, notamment pour le Sénégal du président Diomaye Faye, dans une perspective de diplomatie souveraine et stratégique. Et enfin, nous avons un article de Jean-Marc Ségoun qui traite de la diplomatie substantive à l'épreuve de la gérontocratie. Et c'est une tribune, un texte percutant sur les blocages institutionnels liés à l'âge des dirigeants et les pistes pour une gouvernance plus inclusive. Ensuite, ce mois-ci, hein, comme chaque mois, nous avons donc les Voix de Watsi, qui est notre chronique audio qui aborde les débats actuels de notre région. Et nous en avons quatre déjà publiés, disponibles à l'écoute et à la lecture sur le site de Watsi. Il s'agit de l'intelligence artificielle et développement humain. La première chronique, qui est une analyse du dernier rapport du PNUD et qui ouvre sur une question que peut vraiment l'IA, l'intelligence artificielle, face aux lenteurs du progrès social. En deuxième lieu, nous avons donc une chronique qui se penche sur la rencontre des chefs d'État avec le président Trump au enfin, aux États-Unis, à Washington. Et c'est une réflexion sur les rapports de force, la mise en scène diplomatique et le profilage stratégique. Une chronique sur le Cameroun est aussi disponible, qui réagit donc à la candidature de Paul Biya une nouvelle fois. Et c'est une chronique qui du coup s'interroge sur l'avenir politique du Cameroun et les risques régionaux de déstabilisation. Et pour finir, nous avons un bilan ou une analyse des 2 ans après le coup d'État au Niger. L'impasse, les incertitudes et un orgueil qui tue. C'est donc un regard sur l'impasse politique actuelle au Niger, les incertitudes autour de l'ancien président Bazoum et les contradictions du discours de souveraineté. Toutes ces chroniques sont disponibles sur YouTube, Spotify et sur le site de Wati à la lecture.
Et donc, je vais à présent laisser la parole à Bergedor, à Ba Traoré, qui sera la modération de cette discussion pour ouvrir les échanges de ce jour. Nous vous incitons aussi à participer massivement dans la boîte à questions ou à demander la parole lorsque vous aurez des éléments, des contributions ou des questions que vous aimeriez poser de vive voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adji, pour la parole donnée. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci et bienvenue dans cette discussion où nous allons aborder une question cruciale pour le Bénin, mais aussi pour la région ouest africaine qui est confrontée à une expansion. Aujourd'hui, on le voit du terrorisme hein, qui s'étend du Sahel maintenant qui essaie de s'étendre vers les pays côtiers et le Bénin comme d'autres pays, hein, le Togo, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sont confrontés à ce phénomène-là. Donc avec Bergedor, chargé de recherche à Ouati, nous allons tenter d'aborder ces questions et de voir ce qui a été fait et quelles sont les perspectives pour le Bénin et la région pour les prochaines années. Alors, Bergedor, chargé de recherche, peut-être nous dire pourquoi cet intérêt pour les questions de terrorisme et de sécurité au Bénin. Merci beaucoup, Bah, merci. Je dois dire que depuis 2021, dans le cadre du projet Bénin Politique porté par Wati avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, euh, on s'est consacré à l'étude des dynamiques locales dans le nord du Bénin en menant des entretiens surtout avec des maires, des acteurs communautaires et des chercheurs sur des enjeux liés surtout à la précarité, la migration, les tensions communautaires et l'insécurité liées également au terrorisme. En parallèle, hein, j'ai également participé à des travaux sur la justice, les pouvoirs locaux et la lutte contre le terrorisme en collaboration avec des institutions comme l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité et le groupe des stratégistes de Côte d'Ivoire, qui sont toutes des organisations aussi qui sont fidèles à l'approche de Wati, qui essaie quand même de transformer les crises en opportunités de réflexion collective. Je propose donc aujourd'hui un échange sur une menace, comme tu l'as dit, régionale, qui touche également le Bénin, en invitant effectivement les experts, les observateurs et aussi les citoyens à croiser leurs analyses pour qu'on puisse ensemble dégager ensemble des pistes d'action concrètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bergedor, ce qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Dans ton introduction, tu as parlé de l'expansion du phénomène. Alors, peut-être la première question serait de comprendre les dynamiques qui favorisent l'expansion, voire l'implantation des groupes terroristes au nord du Bénin et comment circonscrire la menace. Parce que tu as parlé de l'attaque qui date de 2019, la première attaque officiellement sur le territoire. Quel bilan peut-on faire en termes d'événements majeurs qui ont marqué l'évolution de la situation? Depuis plusieurs années, les régions du nord du Bénin, notamment les départements de la Liborie et de la Takora, font face à une pression sécuritaire significative. Et ce phénomène, je dirais, n'est pas isolé parce qu'il s'inscrit dans un contexte régional plus large, marqué par l'instabilité persistante, par exemple au Sahel, notamment au Burkina Faso, dont les répercussions se font quand même un peu ressentir dans les frontières des pays côtiers. Merci beaucoup, Pape.
peut-être la première, voilà, la première diapositive qui montre un peu, quand on prend les pays côtiers, les zones, les parties qui sont touchées par l'extrémisme violent, par les actes de violence ou encore de terrorisme. Quand on prend le Bénin, c'est bien sûr le nord. Le nord, c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana. Peut-être passer à la deuxième diapositive pour voir un peu. Oui, voilà, exactement. Le Rouy, c'est au nord avec le département de la Liborie et de la Takora. Ah, tu peux passer peut-être à la seconde diapositive, s'il te plaît. Donc, on voit un peu, voilà, bon, entre janvier et novembre 2023, on remarque quand même qu'on a 553 incidents sécuritaires qui ont été enregistrés, que ce soit dans les zones frontalières du Togo, du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Et sur l'ensemble de ces incidents-là, on voit quand même qu'il y a 260 épisodes violents qu'on peut comptabiliser dans les régions du nord du Bénin, par exemple. Et il est important aussi de noter que la situation dans les autres pays n'est pas si négligeable que ça. Par exemple, quand on prend le Ghana, on voit qu'il y a 41 incidents violents au Ghana, la Côte d'Ivoire, 26. Et si ces chiffres sont peut-être inférieurs à ceux du Bénin, ils témoignent néanmoins qu'un climat de vigilance régionale doit être observé face à une menace un peu diffuse et persistante. Peut-être pas, tu peux évoluer, peut-être revenir un peu en arrière sur le nord, sur la population, exactement. Et sur le plan démographique, à ce niveau, on peut voir qu'il y a un risque sécuritaire qui est significatif dans l'ensemble de la région. Au Bénin, on estime par exemple à 1,9 million de personnes, soit environ 16% de la population totale qui vivent dans des zones à risque. La Côte d'Ivoire, qui a quand même une population assez élevée, contrairement à celle du Bénin, la Côte d'Ivoire compte près de 2,9 millions d'habitants, qui représentent 11% de sa population totale. Le Ghana, quant à lui, sur ces chiffres, enregistre 2,1 millions de personnes qui sont exposées, soit 7% de sa population totale. Et enfin, le Togo, avec 1 million de personnes à risque, sur un total de 7,9 millions d'habitants. Ces données montrent que même si le Bénin est particulièrement exposé avec cette pression sécuritaire, ces chiffres montrent quand même que les pays côtiers ensemble doivent observer une attention collective. Et plus récemment, entre octobre et novembre 2023, les autres slides l'ont montré tout à l'heure, on a vu qu'il y a 29 épisodes de violence qui ont été signalés dans les régions du nord, du Bénin. La région de la Liborie, sur ces chiffres, on voit que c'est la région de la Liborie qui est un peu le département le plus touché par le phénomène. Peut-être aller complètement à la fin, outre l'aspect sécuritaire, il y a la situation humanitaire, voilà, dans les zones concernées. Le nord du Bénin accueille actuellement environ, en tout cas selon les chiffres de cette institution-là, 10 700 réfugiés dont une grande partie provient du Burkina Faso. Ces personnes ont fui l'insécurité croissante dans les régions sahéliennes, notamment les zones frontalières des Cascades et de l'Est, et trouvent refuge dans des localités comme le Burkina, refuge dans des localités comme Bani Kouara, Matéri ou encore Karimama. Près de 8800 personnes déplacées internes ont été identifiées ainsi sur le territoire béninois. Un chiffre élevé qui témoigne de la pression exercée sur les ressources locales et les infrastructures sociales. Je disais que pour bien comprendre la menace, quand même, pour répondre à ta question qui affecte aujourd'hui le nord du Bénin, il est nécessaire d'aller au-delà d'une approche générale du terrorisme. Il faut observer le terrain, analyser les réalités locales et voir comment différents facteurs s'imbriquent dans les zones précises. Donc, il y a plusieurs observations ici, notamment
des rapports qu'on a pu consulter permettent d'identifier aujourd'hui 3 ensembles géographiques qui concentrent à la fois les enjeux sécuritaires et les défis de gouvernance. La zone des parcs nationaux, W et Pendiari, la bande frontalière avec le Burkina Faso, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et plus à l'est, il y a la région du Borgou et de la Liborie. Le premier ensemble, pour moi, concerne typiquement les parcs nationaux W et Pendiari, parce qu'associé au parc d'Arli au Burkina Faso, il faut dire que ils forment un peu le complexe transfrontalier W Arli Pendiari, un espace de plus de 32 000 km², soit une superficie supérieure à celle de certains pays de la région. Donc, leur valeur écologique est reconnue à l'échelle internationale. Toutefois, on voit quand même que certaines caractéristiques géographiques, vaste étendue peu habitée, végétation dense, accès routier limité, créent aussi des conditions qui peuvent être, je dirais, exploitées par les groupes armés et terroristes. La surveillance aérienne étant un peu complexe pour les forces de défense et de sécurité. Donc, depuis 2018, la situation autour, par exemple, de Kouroukoulou, à la lisière du parc W, illustre bien ces enjeux. Cette zone frontalière avec le Burkina Faso a connu un retrait entre-temps des forces de sécurité burkinabées, créant un vide dans lequel les groupes armés ont pu circuler plus librement. Il faut dire que quand je parle de Kouloukoulou, Kouloukoulou est situé sur un axe de contrebande de carburant reliant le Nigeria au Bénin, documenté par des institutions qui travaillent sur ces sujets-là et qui notent quand même que ce trafic peut indirectement profiter à des réseaux criminels, voire armés. En février 2024, quand même, on a vu qu'il y a eu un accord entre le Bénin et le Burkina Faso pour renforcer le contrôle dans cette zone-là. Et certaines sources locales font état de ce que des mouvements transfrontaliers persistent toujours à ce niveau. C'est un peu ce que je peux répondre. Peut-être le deuxième ensemble pour moi qui correspond à la bande frontalière avec le Burkina Faso, toujours cette zone-là qui couvre les communes de Kérou, Péanco, Kouandé, Kobli, Tanguieta, c'est dans le département de la Takora. La longueur de la frontière, la diversité du relief, la multiplicité des pistes non contrôlées rendent parfois peut-être le suivi continu de ces zones-là difficile pour les forces armées béninoises. Kouroukoulou, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, est donc un point stratégique. L'installation de la base béninoise en 2024 a permis quand même de contenir un peu la menace, mais il reste toujours des poches de résistance à ce niveau. Donc, ces 3 ensembles géographiques représentent pas seulement des zones d'intervention sécuritaire, ce sont aussi des territoires où interagissent des réalités, comme vous l'avez vu, comme je l'ai démontré, environnementales, économiques, sociales et transfrontalières. C'est un peu ce que je peux répondre par rapport à ta question. Merci. Merci beaucoup, Berger d'Or, hein. Je crois que ces réponses nous permettent de comprendre comment est-ce que la menace se manifeste au nord du Bénin et peut-être les facteurs également qui favorisent l'implantation des groupes armés terroristes. C'est aussi les trafics, hein, liés que ce soit au bétail, hein, comme on l'a vu au Bénin ou même en Côte d'Ivoire, mais également le trafic du carburant et du chanvre indien qui ont été largement documentés par l'Institut des études de sécurité sur les rapports qui datent de 2023 sur le Bénin et
et la Côte d'Ivoire. Et on remontait même jusqu'en 2012 où les groupes étaient déjà présents, impliqués dans le trafic de carburant qui permettent à la fois d'alimenter ces groupes-là de l'autre côté au Sahel, mais aussi de participer à mobiliser des ressources, mais également de la logistique. Donc, peut-être dans ton intervention, tu as parlé de la Liborie et de la Takora, qui sont des départements du Nord, mais il ressort que la Liborie est beaucoup plus impactée par le phénomène que la Takora. Qu'est-ce qui explique cela? Par exemple, au Sahel, on a souvent des groupes qui sont impliqués dans l'instrumentalisation des conflits locaux qui existent depuis très longtemps. Est-ce que on observe ces mêmes phénomènes, par exemple, au nord du Bénin? Que ce soit des Oui, conflits oui. fonciers ou même au pâturage entre agriculteurs et les... Oui, oui, ce sont exactement, tu as raison de soulever cela. Ce sont des mouvements qu'on observe aussi dans les départements que tu as eu à citer. C'est vrai que j'ai assez un peu mon analyse sur les départements de la Takora et de la Liborie, et j'ai surtout évoqué la zone de Kourou-Koualou, frontalière avec le Burkina Faso, qui vraiment constitue aujourd'hui une zone, en tout cas, où les deux pays n'ont pas, sur laquelle les deux pays n'ont pas de souveraineté. Et donc, ils essayent quand même de se mettre ensemble pour pouvoir assurer la sécurité de cette zone-là. Donc, ce qui peut expliquer peut-être que cette zone est plus concernée par la menace, c'est le manque de coordination entre les différents États pour pouvoir gérer quand même les questions frontalières, les questions de transhumance, comme tu l'as soulevé tout à l'heure. C'est un peu ce que je peux dire. Euh, Merci. Merci beaucoup. Dans ta réponse, le Burkina est revenu plusieurs fois dans ton développement. Peut-être le terrorisme aujourd'hui au Bénin, est-il porté par des acteurs locaux ou bien des acteurs transnationaux? Et quel est voilà. Ensuite, quelle est la part de complicité ou de vulnérabilité même des acteurs locaux? Merci beaucoup pour ta question. Pour comprendre un peu la nature de la menace au nord Bénin, euh, comme tu l'as dit, il est essentiel d'examiner hein, l'origine des groupes armés, les dynamiques qui facilitent parfois leur implantation. La plupart des attaques observées depuis, je dirais, 2019 sont le fait de mouvements djihadistes sahéliens déjà actifs, peut-être j'ai cité le Burkina Faso, mais c'est pas seulement le Burkina Faso, déjà actifs au Mali, au Niger également. Les deux principales organisations identifiées par les forces béninoises et confirmées par des sources sont l'État islamique au Grand Sahara, le IGS, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, affilié à Al-Qaïda. Ces groupes confrontés à une pression accrue dans leur zone traditionnelle d'opération au Sahel cherchent quand même à élargir leur rayon d'action vers les pays côtiers, dans le Bénin, pour diversifier leurs sources de revenus, trouver de nouvelles recrues et étendre globalement leur influence géographique. La localisation des premiers incidents graves dans le parc Pendjari, puis dans le parc W, pour moi, n'était pas un hasard. Ces zones constituent quand même, comme je l'ai rappelé plus haut, des sanctuaires naturels pour des opérations discrètes et transfrontalières. Donc, si cette menace d'abord est transnationale, elle s'enracine progressivement, peut-être grâce à des relais locaux.
je vais peut-être citer Global Initiative Against Transnational Organization, CRIM, ou encore l'Institut d'études de sécurité, comme tu l'as souligné un peu plus haut, qui ont publié en 2023 des rapports intéressants sur l'économie des conflits dans les parcs nationaux, que ce soit au Bénin, au Niger ou encore au Burkina Faso. Et ces travaux mettent quand même un peu en lumière la convergence entre les trafics illicites et activités djihadistes dans la zone frontalière de la Liborie ou encore de la Takora. Sur le plan social, tu as parlé des complicités locales. Oui, des complicités locales peuvent émerger dans des contextes communautaires qui sont fragiles. Quand on parle des tensions autour de l'accès à la terre, au point d'eau ou au pâturage, particulièrement marquées dans les zones de transhumance, peuvent pousser certains individus à voir parfois dans les groupes armés des alliés temporaires. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Et cette instrumentalisation ne signifie pas que les communautés dans leurs ensembles adhèrent à l'idéologie djihadiste, mais elle montre que les facteurs locaux peuvent être exploités à des fins, je dirais, un peu stratégiques. Et quand on prend la dimension religieuse aussi, il faut également s'attarder là-dessus, en nuançant qu'au Bénin, les discours officiels et certaines interventions sécuritaires ont parfois eu, je dirais, du mal à distinguer entre peut-être salafisme, rigorisme, activisme religieux et parfois véritable engagement terroriste. Et cette confusion, à mon avis, peut créer des amalgames et parfois alimenter un sentiment d'injustice, renforçant indirectement la défiance vis-à-vis de l'État. Donc, c'est un peu ce que je répondrai par rapport à ta question. Merci. Merci beaucoup, Bergedor, très très clair, hein, qui nous permet de comprendre que la menace au Bénin est une menace régionale, hein, parce qu'il y a une expansion à la fois des groupes affiliés à Al-Qaïda, que ce soit la coalition des mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda, le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et d'autre part l'État islamique au Sahel. Merci beaucoup, mais quand je parle également de vulnérabilité locale, hein, au-delà de la complicité. Est-ce que, comme on observe par exemple au Sahel, lorsque il y a un lien entre extrémisme violent et trafic et criminalité, cela crée des opportunités pour des personnes de s'enrichir à travers, par exemple, donner des informations à des groupes terroristes ou également être impliqués dans ce trafic. Par exemple, ISS a documenté dans le rapport que je mentionnais des liens entre le bétail qui est volé au Mali ou au Burkina, qui est vendu en Côte d'Ivoire. Le carburant la contrebande de carburant au Bénin se retrouve avec certains groupes au Sahel. Donc, en termes de complicité, est-ce que dans cette région, les vulnérabilités peuvent faire en sorte que des personnes puissent s'impliquer dans ce trafic, même s'ils ne sont pas impliqués dans l'activité djihadiste? Oui, tout à fait. Tu as parfaitement raison. Oui, des vulnérabilités, que ce soit des vulnérabilités économiques, des vulnérabilités sociales. Oui, ces vulnérabilités-là peuvent permettre à des gens peut-être de rentrer en complicité avec des djihadistes. Au début de mon intervention,
dans les slides que j'ai eu à présenter, on voit quand même que dans les zones qui ont été touchées avec le rapport du granit, parfois on observe des écoles qui sont fermées. C'est vrai que aujourd'hui, depuis 2023, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont rouvert leurs portes et tout, mais ce contexte-là où les populations sentent qu'elles n'ont plus accès au minimum, parfois aux infrastructures sociales, euh, au développement économique, ou parfois les zones frontalières. Bon, ces dernières années, le Bénin a énormément investi dans ces zones frontalières, mais cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Donc oui, ce sont des fragilités qui peuvent amener les populations parfois de ces localités-là à se tourner vers, vers l'ennemi ou des mouvements qui ne sont pas forcément sains. Merci beaucoup. Euh, 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 je crois que c'est compris et c'est important souvent de revenir sur ces aspects pour mieux comprendre le phénomène. Lorsqu'on parle d'opération ou d'incursion des groupes armés terroristes, comment cela se manifeste dans la région? Quel est le modus operandi, le mode opératoire de ces groupes armés terroristes? Merci beaucoup. Bah, les groupes armés terroristes opérants, hein, bon, que ce soit dans le Sahel ou dans les pays côtiers au nord du Bénin, généralement adoptent des méthodes d'action qui combinent cette expérience-là, peut-être que ces groupes-là ont acquis au Sahel avec une adaptation progressive, je dirais, aux réalités locales. Les observations recueillies par les forces de défense béninoises confirmées par plusieurs enquêtes montrent quand même que leurs tactiques sont diversifiées et visent parfois à maintenir une pression constante tout en minimisant leur exposition. Sur le plan militaire, ces groupes-là ont recours régulièrement à des attaques ciblées contre les forces de sécurité, des embuscades qui sont fréquentes, souvent organisées sur des axes routiers isolés ou à proximité des points de contrôle. Elles sont aussi également, je dirais, associées à l'utilisation d'engins explosifs improvisés, une technique empruntée au conflit dans les autres régions, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Peut-être dit aussi, hein, on l'a vu dans l'actualité plusieurs fois, qu'il peut y avoir également des enlèvements ciblés et, et avec des victimes qui sont de différentes sortes. Dans la région de Pendjari, il faut rappeler en 2019, là, cet enlèvement-là de deux touristes français au cours duquel leur guide béninois a été tué et qui a véritablement marqué un tournant dans la prise de conscience de cette menace-là. Les cibles privilégiées ne se limitent pas, hein, à mon avis, aux forces armées. Elles incluent aussi des infrastructures civiles à forte valeur symbolique ou stratégique pour les États. Quand on prend les écoles, les centres de santé, les marchés ou les points d'approvisionnement en eau. En attaquant ou en perturbant le fonctionnement de ces lieux-là, ces groupes armés cherchent à montrer que l'État ne peut pas forcément garantir la sécurité et cherchent à accroître la dépendance des populations locales envers eux. Dans tes apports pluraux, tu as parlé également des zones pastorales et des couloirs de transhumance qui sont également concernés. Contrôler ces espaces signifie contrôler également les flux économiques et sociaux qui les traversent, en particulier ceux des communautés pastorales. Et peut-être je vais finir, hein, avec le discours idéologique qui accompagne et parfois renforce les actions de ces groupes armés-là. Ces groupes utilisent, je dirais, un langage simple et accessible,
mêlant références religieuses, revendications de justice et parfois des promesses de protection. Comme tu me l'as relancé là-dessus tout à l'heure, ils exploitent les frustrations locales, qu'elles soient liées à la pauvreté, aux conflits fonciers ou à des tensions intercommunautaires. Donc, dans certains cas, ils vont jusqu'à se présenter, hein, comme on l'a vu parfois, comme des arbitres, des personnes de confiance qui peuvent régler des conflits. Donc, ce mode opératoire, on l'a déjà observé euh, dans les pays du Sahel, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup, Bergedor, pour euh, ces éléments sur le mode opératoire des groupes armés terroristes au nord du Bénin, qui n'est pas différente de ce qui se passe au Sahel central. Peut-être, est-ce que dans le mode opératoire, on a parlé de coercition, est-ce qu'on arrive à, comme c'est le cas Mm. dans certaines localités au Sahel, est-ce que les enlèvements concernent des locaux, des leaders communautaires qui s'opposent à ce discours? Tu as évoqué l'aspect religieux du discours qui est souvent rigoriste, alors que il y a souvent un islam beaucoup plus tolérant. Est-ce que il y a souvent ces conflits-là qui amènent aux enlèvements de ces personnes qui ont un discours moins rigoriste et peut-être il y a des cas au Sahel où on a des groupes terroristes qui attaquent des villages, des villageois qui sont pris pour cible. Est-ce que au, 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 au Bénin, on a observé ces genres de cas? Je dirais pas qu'on a observé ces genres de cas. C'est vrai, dans l'actualité, il arrive d'entendre que des élus locaux ont parfois été attaqués, mais on peut pas précisément dire que c'est dans le cadre du terrorisme, peut-être dans le cadre du grand banditisme. Et aussi, quand il y a ces genres d'affaires, il faut déjà situer les responsabilités. Peut-être qu'il y a une enquête qui aille jusqu'au bout pour qu'on sache véritablement ce qui s'est passé et tout. Donc, je peux pas dire que les cas d'enlèvement, oui, au Bénin ont touché particulièrement des autorités locales ou des chefs traditionnels religieux, comme on l'a observé peut-être ailleurs. Mais oui, bon, c'est une façon de faire qui revient parfois dans l'actualité, mais on peut pas dire que c'est lié exclusivement au terrorisme. On peut pas affirmer de go cela. Donc, c'est un peu ce que je peux te répondre, mais c'est un mode opératoire qu'on remarque dans les autres régions et qui pourrait véritablement être exporté, peut-être si la menace arrivait à prendre une autre ampleur, qui pourrait s'exploiter aussi dans les régions du Nord Bénin. Mais je pense que sur ce plan, pour le moment, on ne peut pas véritablement dire qu'il y a régulièrement des enlèvements de ce genre. Merci beaucoup. Merci, Bergedor, pour toutes ces réponses. Et dans tes interventions, tu as évoqué le parc W qui est à cheval entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, où on a la présence des groupes armés. Tu l'as évoqué, où c'est aujourd'hui une zone de repli pour les groupes armés parce que c'est une végétation et difficilement on peut être repéré, que ce soit par les drones ou par les avions de surveillance
de ces armées. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On pourra revenir et je rappelle aux participants qu'ils peuvent demander à prendre directement la parole ou à poser des questions. Il y a une question assez intéressante, mais peut-être je vais poser cette question avant de revenir à, à la question. L'évolution des capacités d'intervention de l'État et la réponse apportée pour tenter de résoudre ou de circonscrire la menace depuis les premières attaques. Oui, à ce niveau, je dirais que nous avons assisté, hein, il faut le reconnaître, un peu à une mutation face à une menace qui n'était pas forcément bien connue. Donc, l'État béninois passe je dirais, d'un modèle passif aujourd'hui à une posture un peu plus euh, proactive et intégrée en matière de sécurité nationale. Et le premier as de cette transformation-là est militaire. Est militaire d'abord. On ne peut analyser les capacités d'intervention sans évoquer l'opération Mirador lancée dans le nord du pays et qui marque un tournant, hein, je dirais, dans l'histoire des forces armées béninoises. Ces dernières, autrefois éloignées de la gestion des crises internes, ces forces-là sont désormais en première ligne face à la menace terroriste. Que ce soit de Tangueta à Malanville, de Kouandé à Kalalé, on peut noter un peu que cette zone-là a été structurée en fuseaux de défense. On parle de fuseau ouest, fuseau est et le fuseau nord. Mais ces efforts ne s'arrêtent pas à l'aspect opérationnel. L'armée a renforcé également véritablement ses effectifs, ses équipements et surtout sa doctrine d'action. C'est une façon de s'adapter à une guerre de type nouveau, une guerre asymétrique, diffuse, où les frontières entre combattants et civils sont parfois floues. Et c'est là que je vais évoquer les opérations militaires d'influence, ces actions qui visent à gagner le cœur des populations. Elles s'incarnent dans l'aide, par exemple, que les forces armées béninoises apportent aux éleveurs, la distribution d'eau, les campagnes de vaccination du bétail, la sensibilisation au danger du terrorisme ou encore les séances de dialogue avec les chefs traditionnels. Le deuxième as, je dirais, ou bien le deuxième levier de montée en puissance de l'État réside peut-être dans la coordination institutionnelle et territoriale. Désormais, les autorités communales sont de plus en plus impliquées dans la coproduction de la sécurité. Le plan local de sécurité qui est devenu un outil stratégique inscrit dans les plans communaux de développement. Et il faut également reconnaître que la sécurité, dans ce cas, n'est pas seulement décrétée d'en haut. Elle est co-construite avec les maires, les chefs de village, les associations, les jeunes et les femmes. La légitimité de cette approche repose aussi sur un cadre juridique qu'on a renforcé au Bénin. La loi antiterroriste, c'est-à-dire la création d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui joue aujourd'hui un rôle central dans la judiciarisation des affaires liées au terrorisme. On a également le ministère de la Justice qui a récemment appuyé les procureurs dans les zones sensibles pour améliorer la gestion des détenus et des procédures liées au terrorisme. On observe ainsi une volonté, je dirais, de l'État de respecter l'équilibre entre sécurité et droit, entre fermeté et justice. Et un point aussi, bon, il y a le nerf de la guerre, il y a les moyens financiers, le volet budgétaire qui au Bénin a connu un changement historique. Le président Patrice Talon a annoncé en 2024 un investissement considérable, je dirais même record dans le secteur de la défense. On parle quand même de près de 130 millions de dollars affectés à la création de nouvelles bases, au renforcement des effectifs avec près de 4 000 nouveaux
éléments et à la modernisation de l'équipement militaire. J'ai souvent pour habitude de dire que le tout militaire, entre lui, le tout militaire ne marche pas. Il faut associer d'autres actions, il faut intégrer les populations et tout. Mais le tout militaire ne peut même pas encore marcher pour le moment parce que parfois, il y a eu beaucoup de retard dans l'investissement de l'équipement militaire, de la formation. Donc, c'est tout ce retard-là aujourd'hui, un retard sur des décennies que le pays est en train véritablement de rattraper pour pouvoir véritablement faire face à cette menace. Euh, Merci beaucoup, Berger d'Or. Il y a une question qui concerne la justice, hein. Depuis la création de la Cour de répression du terrorisme que tu as évoqué en 2018, combien de dossiers euh, a-t-il été jugé et quel bilan peut-on tirer s'il y a un recul du phénomène terroriste aujourd'hui ou une aggravation de la situation? Bon, par rapport à cette question, merci déjà pour l'intervenant. Oui, vraiment, la criette est au cœur en tout cas de la réponse face à la menace pardon, terroriste. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée en 2018 a compétence pour juger les affaires liées au terrorisme. Il faut souligner qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de chiffres officiels régulièrement publiés sur le nombre exact de dossiers terroristes jugés. Selon le point, par exemple, selon le point qui a été fait de façon globale récemment par le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, depuis sa création, si j'ai bien noté, on a eu 6358 procédures. Parmi ces dossiers, on dénombre 55 dossiers de corruption, 116 procédures de détournement de deniers publics, 35 dossiers de fraude fiscale, 149 procédures de trafic international. C'est ce que j'ai pu noter dans l'actualité. Ce que l'on sait, c'est que depuis 2021, plusieurs affaires concernant des suspects liés à des attaques dans le Nord ont été instruites. Mais je pense peut-être, à mon avis, qu'il y a des problèmes de scènes de crimes qui ne sont pas forcément, je dirais, judiciarisées, et la collaboration entre la police et l'armée qui reste peut-être encore un peu insuffisant. Donc, il est difficile de faire, à mon avis, un lien direct entre le nombre de procès et le recul, je dirais, de la menace de la menace terroriste. C'est un peu ce que je peux répondre. Merci beaucoup, Berger d'Or. Je rappelle aux participants qui peuvent toujours poser leurs questions et demander à prendre directement la parole. Alors, on a Padono Armand. Pape, est-ce que ouais, vous, vous pouvez intervenir? Merci. Donc, alors, je vais intervenir très rapidement. Déjà, je remercie l'assistance, bien entendu, pour la qualité des interventions et Benjedor pour la qualité donc, de vos réponses. Moi, je vais me pencher beaucoup plus je vais donner un expert en fait au thème que vous avez proposé. Je vais parler plutôt des défis et perspectives pour la jeunesse. Comme je l'ai toujours pensé, les aînés sont en train de faire ce qu'il faut à leur niveau pour pour contrer en fait ce phénomène. Mais je pense que la jeunesse a sa part essentielle à jouer. Je pense qu'au-delà des bavardages ou des discussions, je vais dire, politiques, ou encore les autres discussions voilà, qu'on se retrouve à faire,
Je pense que ce phénomène de djihadisme dont le thème a mentionné au nord du Bénin est en train de virer un peu vers le sud du Bénin. Ça a été une problématique, moi, je pense, bien entendu. Moi, je pense que je vais pencher beaucoup plus sur le volet, le rôle crucial que peut jouer ou que doit jouer la jeunesse dans cette lutte. Il faut dire qu'on a souvent des attaques armées parfois sporadiques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et violentes et beaucoup plus organisées qui affectent particulièrement les zones de Materi, Kéru, Poga ou encore la région du parc W. Mais nous devons aller au-delà des réponses militaires qui sont des questions sur lesquelles le gouvernement actuel fait d'énormes prouesses. Et, mais quel espace, quel rôle et quelle perspective pour la jeunesse dans ce contexte d'insécurité? Deux temps. Je vais d'abord ressortir les principaux défis, bien entendu, pour la jeunesse béninoise face à cette menace. Les principaux défis, ou encore, même peut-être vous pouvez l'appeler, peut-être les raisons, pourquoi pas, c'est déjà le problème de chômage et de précarité. Il y a quelques jours, je regardais un documentaire et puis on me faisait comprendre, je ne sais pas qui l'a réalisé. Après, je peux retrouver la vidéo, mais je pense que je vais y arriver. Où c'est mentionné que les jeunes qui sont dans ces zones un peu reculées du Nord et se sont laissés à eux-mêmes, peut-être à la boisson, peut-être à des événements qui ne les occupent pas forcément et qui se retrouvent dans une situation de précarité. Il n'y a pas d'emploi. Les raisons qu'ils ont citées, c'est ça, je cite là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, il y a un accès limité aux ressources économiques et tout. Mais attendez, on est où? Est-ce qu'il existe un pays où on arrive à satisfaire tout le monde bien? Je ne pense pas. Donc, je pense qu'il faut arriver à une étape où on a cette faveur donc de défendre coûte que coûte notre nation, de défendre coûte que coûte notre pays et de ne pas se laisser aller. Et après ça, nous avons la marginalisation sociopolitique. La marginalisation sociopolitique qui constitue également un poids majeur dans cette situation. Alors, l'autre point que moi j'ai vu comme qui constitue des défis n'est rien d'autre que le déficit éducatif et que moi j'appelle déficit éducatif et surtout civique. Et surtout civique, mais qui ne doit pas forcément être limité à un devoir d'État. Quand vous allez à l'université de Parakou, vous avez une bonne partie qui sont du Nord profond, je parle bien des étudiants qui sont du Nord profond, qui viennent, qui finissent leur étude, mais qui peut constituer en quelque sorte entre guillemets, hein, des, des conscientiseurs, si vous voulez, entre guillemets, bien entendu, ou encore des agents qui vont faire cette liaison de conscientisation à ces autres jeunes qui se laissent emporter. Alors, si vous leur demandez les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, ils vont dire, écoutez, on ne gagne pas forcément de l'argent, on a besoin que l'État mette en place une association qui va nous recruter, qu'on le fasse pour qu'en retour, qu'on gagne de l'argent, et bref, tout ça. Alors, mais j'ai constaté également pour mes petites... Bon, je pense qu'il faut que les jeunes, bien entendu, puissent prendre en fait leurs responsabilités à jour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fadonou Armand, pour avoir évoqué effectivement l'aspect de jeunesse, que ce soit dans la résolution des conflits, mais aussi ce que la jeunesse peut représenter en termes de vulnérabilité aussi. Vous avez évoqué l'aspect du chômage qui est bien réel dans une région où on a près de 60 à 65% de la population qui sont jeunes. Alors, ben, peut-être, comme il n'y a pas de main levée, il y a une question sur Berger d'Or qui va peut-être concerner, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes de réinsertion
peut-être d'éventuels repentis. Cela ramène à dire qu'il y a officiellement des groupes. Est-ce qu'il y a officiellement un groupe connu où on a des locaux qui ont formé des groupes, hein. On l'a vu par exemple au Mali, on a la Katiba du Massina, la Katiba Serma. Au Burkina, on a Ansarul Islam qui sont des organisations affiliées à Al-Qaïda, mais beaucoup plus locales et territorialisées. Est-ce qu'au Burkina, on a des groupes où les revendications de ces attaques sont portées par des locaux? Merci beaucoup. Euh, je, je pense que la question, si je l'ai bien notée, c'est un peu de savoir s'il y a des programmes de réinsertion des personnes qui se sont données au terrorisme. Je n'ai pas connaissance de cela au Bénin. C'est vrai qu'il y a des programmes de cohésion sociale, que ce soit au niveau du gouvernement ou des organisations de la société civile qui travaillent dans ces zones-là à agir sur l'élan national, l'élan communautaire, la solidarité, le sentiment d'appartenance à l'État. C'est un peu ce que je peux répondre à cette question. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, pour parler de réinsertion et d'ex-combattants ou de repentis, il faut qu'il y ait des locaux. Je demande, est-ce qu'il y a des groupes locaux qui revendiquent des attaques au nom d'une Non, 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 organisation, non, d'une non, non, organisation locale? non. Des groupes au niveau local qui revendiquent des attaques terroristes au nord du Bénin, non, je n'en ai pas connaissance. D'accord. Ok. Tu as 4 mains levées. C'était ça la question. Alors, on va donner la parole à Djoulé Sabiboum. Allez-y, votre micro. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier le communicateur pour la qualité de sa présentation. J'avoue que quand on parle de terrorisme ou de djihadisme, enfin au nord du Bénin, je voudrais d'abord qu'on puisse entendre pour parler de terrorisme au lieu de djihadisme qui a un autre sens beaucoup plus religieux. Ici, c'est des groupes de criminalité et c'est question d'insécurité. Il n'y a pas une religion, en fait, qui préoccupe les gens, mais c'est du gagne-pain, c'est la recherche de l'argent qui les préoccupe. Alors, lorsque vous regardez ce que nous avons observé au Bénin, le phénomène est arrivé, ça fait déjà quand même pratiquement plus d'une dizaine d'années au Bénin, depuis les années 2013-2014, dans les communes de Tchaourou, Basila et même Ndali, il y avait des groupes de criminalité. Et ils s'occupaient uniquement des commerçants de bétail. Alors, comment ils procédaient? Soit ils procèdent par le kidnapping, ou bien ils les guettent quand ils rentrent des marchés, là où la voie n'est pas bonne au niveau des cours d'eau, pour les prendre. Ou carrément, ils vont chez eux à la maison pour kidnapper le père de famille devant sa femme et consort et on demande une rançon. Donc, c'est pas ça que c'est arrivé au Bénin. Et ça a couvert quand même une bonne région, une bonne zone du pays et pendant longtemps. Mais on a suivi le phénomène, on a engagé des luttes et je profite au passage pour remercier quand même les autorités du Bénin qui ont prêté une oreille attentive et ça a été endigué. Parce que j'avoue, aujourd'hui, on ne parle plus d'enlèvement, de kidnapping dans ces zones-là, sauf à l'extrême nord où c'est un autre groupe et c'est une autre forme. Donc, ceux-là, ils étaient avec les commerçants, mais quand on a regardé comment ça fonctionnait,
quand ils enlèvent le commerçant, on lui demande 10 millions, 7 millions, 8 millions, tout ça. Et on a compris que même les vendeurs de cabines, dans les cabines téléphoniques, là, sont complices. Parce qu'on vous indique que quelque part, il faut aller déposer la rançon. Mais lorsque les gens font, ils vous appellent pour dire non, vous avez pris quelqu'un là, on ne reconnaît pas, c'est qui celui-là, il faut changer d'itinéraire. Et on vous indique encore un autre point. De telle sorte qu'on s'est rendu compte, même ceux qui vendent de l'essence là, il y a beaucoup de gens de complicité. Alors, et quand on a évolué, on s'est rendu compte, même au sein des forces de sécurité, vous me permettez, hein, il y en a des complicités. Et c'est pour ça, vous avez constaté que les changements des commissaires, des hauts grades, en tout cas, à tout moment, on relevait les commissaires des postes et consorts, c'était pour pouvoir effectivement avoir des résultats. Peut-être beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui était derrière, mais nous qui suivions le mouvement, on se rendait compte effectivement ça a permis d'endiguer. Même au niveau de la justice, il y a des gens, on le prend aujourd'hui, 2 jours après, 3 jours après, on dit c'est un non, et puis on le retrouve encore sur le marché et il continue. Donc, vous avez constaté que on a dû créer la criette et c'est vraiment la criette au Bénin qui a été un instrument efficace parce que ici, on ne sait plus qui est habillé, qui est civil, qui est haut gradé, tout ça là. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, on le prend et puis c'est directement à la criette. Et il n'y a pas un véhicule qui le transporte directement, mais c'est de commissariat en commissariat, ainsi de suite. Ça fait que ça a découragé et on a réussi vraiment à démanteler ce réseau-là parce que les hautes autorités ont compris comment le phénomène fonctionne et il fallait s'attaquer à la racine. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui de dire que ce volet d'insécurité, d'enlèvement ou de kidnapping là, j'avoue que ça a complètement disparu dans les zones où il y avait beaucoup d'affluence. Ce qui reste aujourd'hui, c'est dans l'extrême avec les incursions qu'on constate. Mais là également, moi je crois que on doit privilégier ou bien encourager l'implication des renseignements locaux parce que on ne peut pas agir, un groupe de 100 personnes ou 200 ou 300 ne peut pas aller opérer sans qu'il y ait des indicateurs. Donc, moi, ce que je souhaite et je continue d'insister là-dessus, c'est de faire en sorte que les hautes autorités puissent s'assurer que ce n'est pas un combat de militaires seuls. Ils doivent s'appuyer sur les communautés pour pouvoir avoir les renseignements, les informations et faire en sorte que les informateurs également soient protégés. S'ils ne sont pas protégés, on ne pourra pas avancer. Donc, voilà quelques éléments que j'ai voulu quand même apporter dans le débat en vous remerciant une fois encore très sincèrement pour la qualité du travail qui se fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Djoulé Sabi, pour ces interventions, hein. C'est quelques points très intéressants, notamment euh, la question liée à la criminalité dans ces pays, que ce soit au Bénin ou même dans les pays côtiers ou même au Sahel, il y a un lien entre l'activité criminelle et l'activité terroriste, que ce soit tout ce trafic autour du bétail, de l'or, de l'orpaillage également au Sahel, mais aussi du carburant et aussi les réponses apportées au niveau étatique. Merci beaucoup. On va donner la parole avant de revenir à Bergedor, on va donner la parole à Asmon. Ouais. Bonjour à tous. Allez-y, Merci oui. au communicateur Awati pour cette communication. Moi, j'ai une préoccupation. Il est dit souvent que les zones où il y a ces interventions des terroristes sont des zones qui sont abandonnées par l'État central et que ces zones ont des vulnérabilités que l'État central ne prend pas souvent en compte. Et voilà que ces mêmes informations ont été partagées au niveau du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Je voudrais savoir en tant que TikTok citoyen, qu'est-ce que nous proposons à nos gouvernants pour qu'on puisse tirer leçon de ce qui s'est passé dans le Sahel afin de voir quelles sont les approches
à apporter des solutions plus fiables, plus sûres à notre gouvernement et à nos populations. Et aussi, j'ai suivi la dernière fois, c'est dit que ces gens, ils attaquent beaucoup plus les commissariats. Et c'est dit aussi que c'est parce que ces commissariats manquent non seulement d'effectifs, mais de matériel. Quelles sont les propositions que nous pouvons faire pour porter peut-être un plaidoyer en tant que titan citoyen vers le gouvernement? Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, Madame, pour ces questions qui sont adressées à Berger d'Or. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a tiré les leçons des pays voisins? Et la deuxième question concerne euh, les attaques ciblées contre les forces de défense et de sécurité. Donc, comment faire pour renforcer ces forces de défense et de sécurité dans les localités situées près des frontières? Merci beaucoup à l'intervenante. Je vais peut-être commencer par le dernier volet, le manque de commissariat. Je pense aujourd'hui, l'objectif au Bénin, c'est d'avoir un commissariat par arrondissement. Peut-être que c'est pas encore un projet qui couvre l'ensemble du territoire national, mais il y a déjà des effets positifs à ce niveau-là, à savoir doter chaque arrondissement d'un commissariat. Cela pourra, même dans les zones déshéritées, dans les zones du nord où la présence de l'État n'est pas véritablement visible, pourra quand même un temps soit peu améliorer la situation. Est-ce que le Bénin a appris les leçons du Sahel? Bon, a priori, le Bénin, voyant ce qui se passe au Sahel, ce qui s'est souvent produit au Sahel et tout, je pense qu'à un moment donné, peut-être on s'est dit au Bénin, bon, qu'on n'est pas forcément concerné par cette menace-là, peut-être qu'on ne pourra jamais être atteint. Je me rappelle qu'au début, il y a eu des événements qu'on n'a pas forcément voulu, je dirais, associer au terrorisme. On a voulu un peu déplacer le curseur, le débat. Donc, oui, bon, peut-être à un moment donné, on a sous-estimé la capacité ou bien la vulnérabilité, pardon, je dirais, du pays à subir des attaques terroristes. Donc, peut-être sur ce plan, on, on pourrait dire que le Bénin a manqué un tout petit peu peut-être de tirer le son de ce qui se passait à côté de lui. Mais comme on l'a vu tout au long du débat, c'est un phénomène régional. Peu importe que vous preniez conscience ou pas du phénomène, quand l'objectif de l'ennemi, c'est de s'implanter chez vous, peut-être pas forcément pour vous attaquer, mais peut-être parce que sa route de contrebande passe par là, son moyen de ravitaillement passe par là, ses intérêts passent par votre territoire, vous pouvez banalement être confronté à la menace terroriste. J'espère que j'ai répondu à tous les volets. La question, bah. Oui, je crois que c'est le cas. Alors, la deuxième question qu'elle a posée sur les forces de défense et de sécurité, surtout les polices au niveau des frontières, les équipements, cela renvoie à une autre question. Quelle est la perception des populations locales par rapport à tout ce qui a été déployé comme moyen militaire depuis 2019 dans la zone? Parce que souvent, le lien entre les relations civiles et militaires sont compliqués dans certains pays. Et quelle est la perception des populations? Est-ce qu'on a une idée sur ce que les populations pensent des opérations militaires? Oui, on peut dire qu'on a une idée de ce que pensent les populations
des actions militaires. Dans l'opinion publique, même si on ne voit pas forcément des avis, il y a des retours qu'on a à travers les médias. Mais je dirais peut-être que le nord du Bénin, oui, il y a le terrorisme, mais ce qui pourrait véritablement renforcer le lien entre la population et l'armée, c'est cette complicité-là. Par exemple, on a remarqué des troubles sociaux qui ne sont pas forcément liés au terrorisme, parfois peut-être au nord, qui sont liés au port du caste. Il y a eu récemment au nord l'interdiction d'exporter, en tout cas, l'interdiction au Bénin d'exporter des produits vivriers. Cela a un peu perturbé les agriculteurs qui se sentaient mécontents et il y avait un tiraillement parfois entre la police et les populations, ce qui créait quand même ce qui n'offrait pas quand même un climat de collaboration propice. Je pense que cette décision récemment a été rapportée par le gouvernement. Donc, cette question, elle a toujours demeuré quant au lien que les populations et les forces de défense et de sécurité entretiennent. Effectivement, dans le cas du terrorisme, elle est plus prégnante, elle est plus urgente, elle pèse beaucoup parce qu'il y a véritablement ce besoin-là que les populations puissent renseigner les forces de défense et de sécurité sur ce qu'elles perçoivent, sur ce qu'elles voient, sur les étrangers qui viennent, ce qu'ils font. Donc, oui, il y a cette collaboration-là qui existe entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Mais peut-être expliquer aussi que dans le cas du terrorisme, il faut aussi que si les populations doivent s'impliquer, il faut qu'elles se sentent protégées. Il faut véritablement qu'elles se sentent, si elles donnent une information ou bien elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité, il faut qu'elles se sentent vraiment protégées. Donc, il y a tous ces aspects-là, tous ces paramètres que les forces de défense et de sécurité prennent aujourd'hui en compte. Moi, j'ai eu l'année passée, pardon, à participer à un colloque en Côte d'Ivoire sur la place des communautés locales dans la lutte contre le terrorisme. Cela m'a permis de discuter, en tout cas avec le porte-parole des forces armées béninoises, sur ce qu'on fait aujourd'hui en termes de synergie, force de défense et de sécurité population. Et on peut dire que beaucoup d'actions aujourd'hui sont menées, beaucoup d'actions civilo-militaires sont menées. J'en ai cité quelques-unes dans mes précédentes réponses, comme la vaccination du bétail au niveau des éleveurs, au niveau des peuls, la construction de forages pour les populations. Donc, il y a des actions qui sont menées pour asseoir ce lien-là, FTS, population. Merci. Merci beaucoup, Berger d'Or. Je crois que certaines décisions aussi peuvent être mal interprétées par les populations, notamment en ce qui concerne la restriction souvent liée à la situation sécuritaire du pays. Par exemple, dans certains pays du Sahel, on a des couvre-feux qui sont instaurés dans certaines régions ou des interdictions de rouler à moto dans certaines zones et souvent à certaines heures de la journée ou de la soirée. Et également le fait de l'achat d'essence. Dans certaines localités, on ne peut pas acheter jusqu'à plus de 2 litres, 3 litres. Donc, toutes ces situations créent souvent des frustrations parce que ces décisions sont souvent mal comprises par les populations. Je crois que la communication permettrait de faire mieux comprendre la population. Peut-être il y a une question dans tes interventions, tu as parlé du discours religieux qui est revenu. Donc, quelle est la place des acteurs religieux dans les initiatives de prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je Oui, précise la que place. la question est de Djanguina Soumaré. D'accord. Merci. Oui, la place des acteurs religieux, que ce soit au nord du Mali, généralement en Afrique, on sait que la place des chefs traditionnels dans le septentrion
dans les régions septentrionales pèse énormément. Oui, ici aussi au Bénin, pour les actions de cohésion sociale, euh, je pense qu'on a des comités locaux de veille où on associe les élus locaux, les chefs traditionnels, les chefs religieux, où on les amène quand même à travailler avec les populations et surtout à amener les populations là à comprendre les enjeux de la menace et à pouvoir aider les pouvoirs publics à contenir cette menace-là. Donc, je pense que la place des acteurs religieux, cette place-là, elle est centrale pour moi. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y avait une main levée. Je sais pas si... Je crois que c'est Babacar voulait euh, poser une question. Babacar, vous pouvez poser votre question. Oui, merci beaucoup, Bergedor, merci beaucoup, Ba. J'ai une question qui concerne justement la relation aujourd'hui, j'allais diplomatique, entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Est-ce que, Bergedor, tu as pu regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là? Parce que tu as rappelé que le Bénin déploie beaucoup de moyens pour lutter contre l'insécurité, justement au nord. Mais on sait qu'un seul pays ne peut pas lutter contre cette menace et que la menace est transfrontalière. Aujourd'hui, quelle est la relation justement entre le Bénin et ces pays frontaliers? On sait qu'il y a eu la création de l'AES, la CEDEAO, se retrouve à 12. Et il y a beaucoup de suspicions aussi, il faut le rappeler, parce que souvent on entend au sein de l'AES que le Bénin serait plutôt vu comme une base arrière ou bien couvrirait des bases de pays occidentaux et autres. Et cela ne va pas faciliter évidemment cette synergie d'action, j'allais dire, pour pouvoir lutter plus efficacement contre l'insécurité et les terroristes. Quel est aujourd'hui l'état un peu de la relation entre le Bénin et ses voisins, ses deux voisins principaux? Merci. Merci beaucoup, Babacar, pour cette question. Pendant que vous étiez en train de poser la question, je parcourais un peu le chat et j'ai vu aussi une question sur la cérémonie de la fête d'indépendance qui est pour demain. Est-ce qu'il faut espérer de cette visite-là qu'un État de l'AES soit présent à la cérémonie de fête d'indépendance? Oui, bon, je commence par là parce que oui, effectivement, bon, qu'on a entendu par exemple dans l'actualité que le Bénin avait invité plusieurs chefs d'État pour le 1er août et qu'il y aurait dans cette invitation-là des États du Sahel, effectivement, cela a suscité beaucoup de commentaires et montre à nouveau le besoin quand même pour les États au niveau sous-régional et même la perception, je dirais, des populations, en tout cas des observateurs qui se disent vraiment qu'il y a une solution aujourd'hui, une solution régionale qu'on pourrait trouver au terrorisme si tous les États se mettaient ensemble pour véritablement, pour véritablement travailler. Oui, entre le Niger et le Bénin, c'est ce cas qui revient souvent. La tension, on ne peut pas dire que la tension a complètement baissé. Récemment, au Bénin, on a eu la sortie de l'ambassadrice de la France au Bénin qui a encore réaffirmé qu'il n'y a pas de base militaire française au Bénin. On sait pendant longtemps que cela a constitué un point d'achoppement entre le Bénin et le Niger. Le Niger qui pense que le Bénin, le territoire béninois pourrait servir de couloir pour une menace contre l'autorité nigérienne et tout. Donc oui, je suis d'accord avec vous pour qu'il y ait aujourd'hui une réponse coordonnée, surtout efficace à cette crise-là. Il faudrait très véritablement que ces États-là puissent trouver une solution à leurs différends. Peut-être que ce sera demain. J'ai l'habitude. On sait, hein, quand on voit les chiffres, le Bénin partage sur les 77 communes qu'on a, on a 36 communes qui sont des communes frontalières. Donc, ça montre vraiment
qu'il faut travailler quand même avec les États voisins, ces États avec qui on partage ces frontières-là pour pouvoir véritablement assurer la sécurité et ne pas permettre à l'ennemi de profiter des vulnérabilités pour asseoir sa domination. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, Berger d'Or. Même si peut-être il y a l'accalmie entre le Bénin et le Burkina Faso, il y avait également des tensions, beaucoup plus largement cette opposition entre l'AES et les États de la CEDEAO qui pose également ce problème de coopération régionale. Alors, une question qui concerne les réformes du secteur de la sécurité. Je crois que euh, Ali Tunkara a effectivement répondu à une question qui me ramène à poser la question sur les réformes du secteur de la sécurité. Le rôle initial de la police n'est pas la défense du territoire, mais aujourd'hui, la pression sécuritaire fait que à la fois les forces de défense et de sécurité, les militaires, dans une certaine mesure, les gardes forestiers et tous les porteurs d'uniformes se retrouvent à défendre euh, le territoire, alors qu'on avait des forces spécialisées dédiées uniquement à cela. Au Mali, on a militarisé la police. Donc aujourd'hui, tous les corps de l'armée sont militarisés. Est-ce qu'au Bénin, il y a eu des réformes dans ce sens où on s'est dit que l'une des solutions serait de militariser parce que les moyens de la police aussi est souvent dû au rôle que la police joue. Est-ce que au Bénin, on a pensé à militariser la police ou même à le faire ou si ce débat-là aujourd'hui est tenu au Bénin? Bon, non. Au Bénin, je pense qu'on n'en est pas encore à la militarisation de la police. Puis bon, depuis un moment au Bénin, c'est la police, on parle de police républicaine parce qu'il y a eu la fusion de la police et de la gendarmerie. Peut-être, oui, bon, la gendarmerie qu'on pouvait considérer quand même comme une force un peu plus rurale, vraiment, qui pouvait porter main forte à l'armée dans ces circonstances-là. Il y a eu la fusion de la police et de la gendarmerie, mais il n'y a pas une décision publique qui tend désormais à militariser la police pour qu'elle puisse apporter son appui. Oui, bon, généralement, dans le cadre de l'ordre public, le maintien de l'ordre public, la police est sollicitée pour maintenir l'ordre public. Également, on a vu plusieurs fois qu'au nord du Bénin, la police participe également à des actions de cohésion sociale. Bon, je l'ai expliqué au début pour expliquer qu'on a eu par exemple des affrontements au nord qui ne sont pas forcément liés aux actes terroristes, des affrontements parce que peut-être une décision publique est mal comprise par les populations. Et donc, cela pourrait amener quand même à vicier un peu l'atmosphère, à créer une crise de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Mais il y a aussi, il y a une autre part de la police dans cette lutte-là. Je l'ai soulevé un peu plus haut, à savoir la judiciarisation du phénomène terroriste. On voit encore qu'il n'y a pas une complicité entre les forces militaires et la police pour véritablement connaître je dirais, des scènes de crime. Voilà, donc cela peut peut-être expliquer bon, le fait qu'on ait encore moins d'affaires. Ce n'est pas une particularité du Bénin, le fait qu'on ait encore moins d'affaires terroristes jugées. On sait que le phénomène est complexe. Connaître d'une scène de crime de terrorisme, ça nécessite beaucoup de moyens, de logistique
et tout. Mais oui, bon, je pense que la police participe déjà à cette lutte-là. Euh, Si elle était vraiment mise à contribution pour travailler avec l'armée et les autres forces afin qu'on ait plus d'affaires terroristes jugées jusqu'au bout. On sait que oui, ça là, c'est une affaire liée au terrorisme où les prévenus ont été jugés jusqu'à la fin, condamnés. Euh, c'est un peu ce que je peux dire. Euh, Merci beaucoup. Samir Perabio avait demandé la parole. Je ne sais pas si la personne souhaite toujours la prendre. Oui, vous pouvez aller. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Samik Perabior et je suis en fin de formation en sciences politiques. Et tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs Wati et aussi à remercier l'aîné Bergedor pour sa brillante présentation. Ma question est celle-ci. Vu les récentes informations à travers la presque dernière attaque dans laquelle le Bénin a eu beaucoup de pertes humaines, notamment dans les rangs militaires, est-ce que nous pourrions envisager et comme, comme tactique le service militaire, c'est-à-dire engager des jeunes, les former pour qu'ils puissent faire face aux, 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 aux terroristes sans plus attendre les forces de la sécurité. Et aussi, vu que nous ne maîtrisons pas le profil type du terrorisme, j'aimerais savoir si le service militaire peut être une option. C'était ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Samy. Le service militaire comme une option, bon, c'est un débat hein, que moi, j'ai toujours suivi, pardon, dans plusieurs événements, colloques, ateliers. C'est un débat qui revient tout le temps et tout. Et bon, le temps est parti, mais il y a peut-être ce que je vais dire est peut-être personnel. Je connais souvent des experts qui optent peut-être, par exemple, pour qu'on ait, par exemple, une réserve au niveau des forces armées béninoises. Au-delà du service militaire, oui, bon, on peut avoir recours au service militaire à un moment donné si véritablement la menace dépasse atteint un niveau auquel on ne s'attendait pas. Peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau aujourd'hui au Bénin. Et si cela devrait se produire, peut-être que le Bénin pourrait véritablement opter pour le service militaire. Mais dans la mobilisation des forces pour faire face au terrorisme, certains pourraient parler également hein, des groupes d'autodéfense et tout. Donc, je pense qu'on peut avoir une réserve pour véritablement faire face à ce phénomène-là. Merci. Alors, merci beaucoup, Bergedor. On s'achemine vers la fin de la discussion, vu le temps presque imparti. Alors, peut-être une question toujours en lien avec le secteur de la sécurité et la réponse militaire. Est-ce que tu as évoqué des opérations comme Mirador, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que on a au sein euh, de l'armée des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme? Au Mali, on a depuis 2013-2014, 2014, le bataillon autonome des forces spéciales spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, l'aspect guérilla, le contre-insurrectionnel. Est-ce qu'il y a ces gens qui, d'ailleurs, jusqu'à la prise de pouvoir par les militaires au Mali, étaient dirigés par
aujourd'hui le président de la transition au Mali. Est-ce qu'au Bénin, on a la création de ces genres de forces spéciales? Je pense qu'au Bénin, il y a eu, l'État a manifesté vraiment aussi dans ce sens une volonté d'avoir une force spéciale avec une réforme considérable de la garde républicaine. C'est ce que je sais à ce niveau. C'est ce que je peux dire. Je crois que, voilà, on a fait 1h30 de discussion. Le temps passe vite et c'était assez intéressant. Alors, peut-être en termes de recommandations, qu'est-ce que tu recommanderais à l'État béninois? Quelle stratégie l'État doit déployer pour circonscrire la menace et peut-être ne pas voir une expansion également de la menace qui a été évoquée vers le sud? Merci beaucoup, Ba. Peut-être en termes de recommandations. Tu m'entends? Oui, vas-y. D'accord, merci. Peut-être en termes de recommandations, très rapidement, je parlerai peut-être de l'accélération de cette harmonisation-là qu'on a pu un moment des politiques publiques parce qu'on voit qu'on ne pourra pas véritablement arriver au bout de la menace sans changer avec les méthodes du passé, que ce soit en termes de prise de conscience du risque, que ce soit en termes de formation pour les forces armées béninoises, d'équipement et tout. Mais peut-être mon dernier mot sera peut-être plus régional parce qu'on voit que la menace est transnationale et les réponses doivent l'être également. C'est ce que je pense. Le Bénin est un peu déjà engagé dans l'initiative d'Accra aux côtés d'autres pays comme le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, avec l'appui aussi du Burkina Faso et du Niger. Pour moi, il faut aller plus loin en plaidant pour des opérations coordonnées transfrontalières, que ce soit aussi au niveau de la mutualisation de certaines bases avancées et surtout, et surtout pour un partage en temps réel du renseignement. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier ce volet-là. Les grosses armées ne connaissent pas les frontières administratives, pardon. Donc, il est vital, vraiment vital, que la coopération entre les pays côtiers et sahéliens soit vraiment, je dirais, fluide et opérationnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Berger d'Or. Je crois qu'on arrive maintenant à la fin de la discussion avec ces recommandations qui insistent sur la coopération régionale aujourd'hui qui est mise à mal par les tensions entre les États. Mais le phénomène étant régional, la solution ne peut qu'être régionale. Et merci beaucoup à toi pour tes interventions. Ceci met fin à la discussion. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres discussions autour d'autres sujets. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.